La vieillesse pousse habituellement les acteurs de la société que nous sommes à protéger nos aînés et à les préserver. Cela est un fait moral et constitue le fondement même de notre humanité. Cependant, certains aînés pêchent par excès de confiance dans leur grand âge, là où il est inenvisageable que la bienveillance ne soit au cœur des relations. L'histoire que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui démontre que nul n'est à l'abri de croiser un jour le loup sous une peau d'agneau. Bienvenue sur ma chaîne Black Edelweiss. Bien le bonjour mes chers amis de l'étrange. Merci d'être présents ici une fois de plus. J'ai découvert cette affaire sur la chaîne de Lucy Crime, une collègue youtubeuse espagnole, avec laquelle j'ai eu l'occasion d'ailleurs de collaborer sur une vidéo. Je vais vous mettre les liens dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse de revoir cela. Et une fois n'est pas coutume, nous allons quitter la Suisse aujourd'hui pour nous rendre ensemble en Espagne, justement, plus précisément dans la région de la Galice. Cette terre située au nord-ouest de l'Espagne a vu naître la poétesse Rosalía de Castro, la chanteuse Luz Casal, figure marquante de la movida espagnole des années 80, mais aussi le chef d'État et dictateur Francisco Franco. Bordée par l'océan Atlantique, elle est réputée pour ses villes portuaires telles La Coruña, Vigo ou encore Pontevedra, cité devenue intégralement piétonne depuis 1999. La Galice, c'est aussi bien sûr la ville emblématique de Saint-Jacques-de-Compostelle et sa cathédrale, un lieu qui attire chaque année des milliers de touristes et pèlerins du monde entier. Mais ce territoire empreint de magie celtique est aussi le berceau de légendes séculaires et d'histoires que les anciens aiment encore raconter au coin du feu. Et il y est souvent question de créatures surnaturelles, de sorcières maléfiques, Asmeigas, qui constituent également tout un symbole de cette région. Nous sommes dans le village de Chancelas, appartenant à la commune de Poio, dans la province de Pontevedra. Patelin typique de Galice, Chancelas est entouré de verdure et traversé par des ruelles étroites, munies de murets en pierre. On y aperçoit de ci de là des oreos, constructions servant à stocker le blé en hauteur, à l'abri des rats et de l'humidité, et typique de toute la Galice. Peut-être aussi des Asturies, mettez-moi un mot dans les commentaires si vous le savez. Le lieu possède sa propre plage, discrète, mais passablement fréquentée par les gens du coin, surtout en été. C'est ici que réside Secundino Prego, un octogénaire qui aime sa liberté et son autonomie par-dessus tout. À son âge avancé, Secundino n'a pas souhaité quitter sa maison à la suite du décès de son épouse, quelque temps auparavant. La maison de retraite, exclue. Comme bon nombre d'aînés, c'est dans sa maison que le vieil homme souhaite vivre et mourir. À 84 ans, il vit seul. Enfin, presque. Après un accident de moto, Secundino a perdu sa capacité à se mouvoir. Son quotidien est impacté. Aussi, il décide d'engager en 2009 une aide ménagère qui non seulement lui tiendra compagnie en habitant chez lui, mais également gérera toute l'intendance de sa maison de 3 étages. C'est ainsi qu'en 2013, année où se déroulent les premiers faits, Rosigna est au service du grand-père depuis 4 ans. Le temps pour elle d'avoir créé une belle complicité avec lui, ce qui n'exclut pourtant pas les engueulades. Rosigna, en bonne gallega, a du caractère et son côté protecteur la pousse à réprimander le grand-père. Pas parce qu'il refuserait de prendre ses médicaments, non, ou de faire la douche, non plus, mais parce que le papy a une habitude pas très saine. Il invite du monde chez lui, souvent. Il n'est pas très regardant quant à ses convives. Aussi, Rosigna le conseille, le gronde et surtout lui rappelle constamment que toute personne n'est pas digne de confiance. Elle dira plus tard au sujet du vieil homme que ce dernier avait justement pour habitude d'inviter n'importe qui chez lui, même si les personnes ne lui inspiraient pas confiance au premier abord. Secundino aime le contact, il veut vivre seul, mais entouré de monde. Étrange paradoxe, mais qui n'a pas de traits contradictoires? Rosigna ajoute aussi que le gentil papy a tendance à être peureux mais naïf à la fois, facile à tromper et suffisamment handicapé pour ne pas être à même de prendre la fuite en cas de danger imminent, puisque l'homme se déplace en permanence à l'aide d'une canne. Ancien vendeur ambulant de billets de loterie, Secundino est connu dans le coin. Il est père de 2 enfants, à présent majeurs et indépendants. Et comme dit précédemment, Secundino est veuf. Sa femme a malheureusement perdu la vie après s'être fait renverser par une voiture au petit matin
en face de leur maison. Mais Secundino cache aussi une autre facette. C'est un gentleman, un bon vivant et surtout un excellent danseur. L'homme ne peut se passer de ses sorties hebdomadaires à la discothèque La Luna, située à environ 10 km en voiture de chez lui. Aussi, chaque dimanche, qu'il pleuve ou qu'il vente, le papy va danser dans ce lieu qui propose différentes animations selon les créneaux horaires. De 17h à 22h, c'est l'heure des retraités, justement. Ceux-ci s'y retrouvent et partagent danse de salon et conversation. L'ambiance y est sympa et fraternelle. Secundino se démarque par son assiduité à fréquenter cet endroit. Les habitués du lieu le connaissent tous et apprécient le sourire et l'énergie du vieil homme. Il y est considéré comme le roi du mambo et affirme à qui veut l'entendre que s'il vient souvent danser, c'est évidemment sur prescription médicale. Cette bonhomie lui vaudra d'être baptisé par les gens du lieu El Abuelo, autrement dit le grand-père, de manière affectueuse. C'est ainsi qu'un dimanche soir, en sortant de la discothèque, Secundino se met à la recherche d'une personne qui peut le raccompagner chez lui. Il tombe sur 2 hommes et une femme, plus jeunes que lui, qui lui proposent aimablement de l'emmener. Tout se passe bien et le vieil homme est reconnaissant. Cependant, le lendemain, les 2 jeunes hommes reviennent chez lui avec comme prétexte de boire un verre. Et comme à son habitude, le grand-père leur ouvre grand sa porte. Grave erreur pourtant cette fois, puisqu'il se fait voler son document d'identité ainsi que sa carte bancaire. Les malfrats réussissent ainsi à retirer 1 200 € de son compte. Je vous laisse imaginer les remontrances de Rosigna à l'égard du pauvre vieil homme. Mais attendez de voir la suite. Durant la nuit du 27 novembre 2013, Rosigna est paisiblement en train de dormir lorsqu'elle est réveillée vers minuit par des bruits en provenance de la cuisine. Elle pense aussitôt qu'il s'agit de Secundino. Le vieil homme aura eu soif, peut-être même faim. Mais lorsqu'elle arrive dans le corridor, elle se retrouve face à 2 individus à capuche. Prise de terreur, l'aide ménagère réussit à prendre la fuite et sort dans la rue demander de l'aide. Entre-temps, Secundino, réveillé par le vacarme, s'est enfermé à double tour dans sa chambre. Mais les 2 individus, qui sont entrés en fracassant la fenêtre de la cuisine, défoncent alors à coups de pied la porte de la chambre du grand-père. Et là, ils vont s'en prendre à Secundino lui-même, frappant sa tête à l'aide d'une chaise. Alors que les malfrats lui demandent de l'argent, le pauvre papy est à sa fenêtre. Il hurle qu'on lui vienne à l'aide. Finalement, l'aide ménagère réussit à prévenir les secours, mais entre-temps, les 2 inconnus ont pris la fuite. Ils seront néanmoins appréhendés, puis jugés peu de temps après. Une fois remis de ses émotions, le vieil homme déclarera plus tard à la presse « Se non chega a ser por Rosigna, hoxe estaria no cementerio ». Bon, pour cette fois, notre papy a eu chaud. Mais Rosigna, profondément traumatisé par cette nuit cauchemardesque, décide de mettre fin à son engagement chez Secundino. Nous voici à présent rendus au dimanche 2 février 2014. Cela fait 3 mois que l'épisode du cambriolage a eu lieu et Rosigna n'est plus présente. Mais comme vous le savez, Secundino souhaite vivre seul, mais accompagné. Aussi, ce n'est pas une soignante qu'il a engagée cette fois, mais 2. Albertina s'occupe principalement de lui, tandis que Rocío la seconde pour tout ce qui concerne le ménage. Le vent est fort et il pleut à torrent ce jour-là. La Galice est autant réputée pour son climat humide que pour ses tapas de poulpe. Mais notre grand-père a décidé coûte que coûte de se rendre à la Luna et ce n'est pas la tempête là-dehors qui va l'en empêcher. Aussi, on peut se demander comment. Le vieil homme ne déroge pas à son habitude et il se présente à la discothèque ce soir-là, comme tous les autres dimanches. La soirée se passe bien, le roi du mambo fait son show auprès des dames qui l'invitent à danser successivement. Puis vient l'heure de rentrer. Sur des caméras de surveillance de la Luna, on peut apercevoir notre papy sortir du bâtiment à 10h moins 12 minutes et tout paraît parfaitement normal. Cette nuit-là, il est raccompagné par un ami de la discothèque, un certain Francisco, qui le dépose devant chez lui. La tempête fait rage à ce moment-là. On parle même d'un ouragan. En plus de la pluie, un vent violent se déchaîne partout autour. C'est aux alentours de minuit qu'un appel est reçu par le 112, le numéro des urgences en Espagne. Une femme est à l'appareil et semble être en présence d'une autre. Toutes 2 sont en panique extrême et expliquent tant bien que mal qu'un cambriolage vient d'avoir lieu dans la maison où elles travaillent à Chancelas. L'homme âgé dont elles s'occupent toutes les 2 vient en effet d'être attaqué et gît au sol sur le chemin menant à la maison. Une patrouille de la Guardia Civil de Pontevedra est aussitôt envoyée à l'adresse du vieil homme. Mais lorsque les agents découvrent Secundino au sol,
Hélas, ce dernier est déjà passé dans l'autre monde. La Guardia Civil tente aussitôt de procéder aux actes habituels, protéger la zone, préserver le corps du pauvre Secundino, repérer des indices. Mais la tempête rend tout acte extrêmement compliqué. Cette nuit-là, les agents photographient tant bien que mal le lieu de la découverte et tentent de récolter des traces. Le lendemain, des experts viennent sur place avec les photos prises la veille par la Guardia Civil. Ils sont à la recherche d'indices supplémentaires. Et ils vont mettre la main sur 2 objets plus que suspects. Une pierre comportant des traces rouge foncé, ainsi que ce qui semble être le manche d'une poêle à frire. Des fouilles ont alors lieu également dans la maison. Albertina et Rocío, les auteurs de l'appel au 112, sont aussitôt auditionnés. Albertina souffre de sclérose et c'est dans un sanatorium de Pontevedra qu'elle fait la connaissance de Secundino, en rémission lui aussi au même endroit en 2010. Depuis, la femme et le vieil homme sont restés en contact et lorsque Rosigna quitte son poste de soignante auprès du grand-père, Albertina lui propose aussitôt de la remplacer. Ce que Secundino accepte, bien sûr. Le grand-père n'aime pas rester seul, vous vous souvenez. Mais Albertina a parfois de fortes douleurs qui l'empêchent d'effectuer seule toutes les tâches qu'une maison de 3 étages requiert. Aussi, elle sera secondée par la jeune Rocío, dont elle connaît la mère. Rocío, quant à elle, est âgée de 22 ans. Elle est fraîchement rentrée de République dominicaine où elle vient de passer plusieurs mois. Native de Galice, la jeune femme a décidé de tenter sa chance outre-mer. Et il semble que les choses vont plutôt bien pour elle, qui a trouvé là-bas un job et un compagnon. Elle est de retour au pays, mais seulement pour quelques semaines, le temps de régler des documents administratifs avant de retourner dans les Caraïbes. La proposition du job chez Secundino tombe bien. C'est l'occasion pour elle de se faire un peu d'argent en attendant de reprendre son avion. Habituellement, Rocío ne dort jamais chez le vieil homme. Mais cette nuit-là, Albertina lui a demandé de rester. On ne sait pour quelle raison. Les 2 femmes expliquent que des voleurs se sont introduits dans la maison du grand-père par une fenêtre. Surprise, les 2 employés ont couru se réfugier dans une chambre au premier étage dans laquelle elles se sont enfermées. Selon leurs déclarations, les cambrioleurs ont ramassé tout ce qui les intéressait, et notamment un mixeur. Bon. Les malfrats sont ensuite sortis de la maison et les 2 femmes terrorisées ont observé leur fuite par la fenêtre de la chambre. Et elles ont vu les individus tomber nez à nez avec notre Secundino qui rentrait de la discothèque à ce moment-là. Les 2 femmes expliquent qu'elles ont été les témoins d'une attaque violente et sans pitié du pauvre grand-père à la hauteur du garage et de l'acharnement des 2 inconnus sur le vieil homme à l'aide de plusieurs objets. Puis on vient à parler des lieux, de la maison. Les enquêteurs demandent aux 2 employés comment se répartissent les étages. Les femmes expliquent alors que le premier étage est le lieu de vie principal de Secundino et qu'elles y ont elles aussi l'accès, bien entendu. Puis elles ajoutent qu'elles n'ont en revanche aucun accès au 2e étage, un espace indépendant, ni au rez-de-chaussée dont elles n'ont pas la clé et qui comporte notamment la buanderie. Et ce dernier détail frappe alors un enquêteur. En effet, étant chargé de l'entretien de l'homme et de sa maison, il apparaît tout à coup incongru qu'aucune des 2 aides ménagères n'ait accès à la machine à laver, à moins que les 2 femmes négligent la propreté du vieil homme. Mais cela semble pas être le cas, puisque Secundino, lorsqu'il sort au Luna danser, est, selon l'avis de nombreux compères, toujours tiré à 4 épingles. Quelque chose cloche et les enquêteurs vont aussitôt demander à l'autorité judiciaire le droit d'aller inspecter l'étage de la buanderie, soit le rez-de-chaussée. Et ils vont y découvrir, posée sur la machine à laver, une pile de linge tachée de rouge. L'étage de la buanderie ressemble à un véritable débarras et il est très compliqué pour les enquêteurs d'y effectuer des fouilles. Notre papy souffrait-il du syndrome de Diogène? Ce trouble comportemental pousse certaines personnes, souvent âgées d'ailleurs, à accumuler tout et n'importe quoi durant des années jusqu'à ce que leur lieu de vie devienne invivable. Elles compromettent ainsi leur hygiène et leur santé. L'histoire ne nous dit pas si Secundino souffrait de ce trouble. Le fait est que la buanderie est un véritable capharnaüm et c'est au prix de nombreux efforts que, derrière la machine à laver, les inspecteurs finissent par dénicher un sac poubelle, pendu au crochet d'une vieille cuisinière en métal. Ils ouvrent le sac et découvrent à l'intérieur, parmi divers objets ensanglantés, une grande poêle à frire
à laquelle il manque le manche. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le manche d'une poêle a été découvert tout près du corps de Secundino dehors, le soir des faits. Les enquêteurs en déduisent que cet objet pourrait être l'arme du crime, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Derrière des matelas, ils mettent la main sur un imperméable et une statuette en marbre d'environ 40 centimètres, couverte de matière organique suspecte. Et ce n'est pas tout. Un mixeur est également découvert à proximité. Les deux employés n'ont-elles pas mentionné le vol d'un mixeur, justement? Mais si aucune des deux n'avait accès à l'étage inférieur, comment aurait-elle pu se rendre compte de la disparition de cet objet? Tout cela semble de plus en plus suspect, vous ne trouvez pas? Entre-temps, une enquête a lieu à la fameuse discothèque La Luna. On cherche à établir la personnalité de notre regretté papy. Et les propos recueillis ont de quoi surprendre. Car sous le côté enjoué et bon vivant du grand-père se cache aussi un aspect plus indiscret et vantard. Plusieurs habitués de la Luna affirment en effet avoir entendu le vieil homme déclamer à qui veut l'entendre que la femme qui s'occupe de lui héritera de sa maison et de son compte en banque à sa mort. Et ce ne sont apparemment pas des paroles en l'air, hein. Les enquêteurs apprennent non sans étonnement que le vieil homme avait pour habitude un bien curieux manège. Il se rendait chez le notaire à l'arrivée de chaque nouvel employé pour refaire un nouveau testament. Sur le document était stipulé que la nouvelle soignante devenait son héritière universelle. Pour une raison ou une autre, l'aide ménagère s'en allait. Secundino retournait chez le notaire pour remettre tout son héritage au nom de ses enfants. Et quand une nouvelle soignante arrivait, rebelote, le vieil homme courait chez le notaire remettre tout son héritage entre les mains de la nouvelle employée. Etc., etc., etc. De plus, chacune de ces soignantes était au courant, car Secundino le leur faisait bien savoir. Ce que le vieil homme leur cachait, en revanche, c'est qu'il ne possédait que le 50% de la maison familiale, le reste revenant respectivement à ses enfants par héritage, son épouse étant décédée. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et vont à présent interroger le fameux Francisco. Vous vous souvenez, l'homme qui a raccompagné Secundino à son domicile le soir de sa mort. Et celui-ci affirme avoir déposé le grand-père devant l'entrée de sa maison à 22h15 tapante. Et il est formel. Malgré le fait qu'il pleuvait à verse, il n'a rien observé d'anormal cette nuit-là. Le souci, c'est que l'heure du retour du vieil homme ne coïncide pas avec celle de l'appel passé au 112 par les deux employés à 11h52. Il y a un décalage de presque 2 heures, hein. Après vérification, Francisco est rapidement écarté par la police. Alors, que s'est-il réellement passé chez le papy cette nuit-là? Comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas la première fois que le pauvre homme est attaqué. La Guardia Civile pense alors qu'il peut s'agir d'une récidive, d'une revanche ou alors de l'œuvre d'un groupe organisé. Le voisinage commence à avoir peur lui aussi. Au village résident plusieurs personnes âgées, les jeunes ayant quitté la région pour les grandes villes. Si on s'en est pris à 3 reprises au pauvre Secundino, pourquoi les autres anciens ne seraient-ils pas, à leur tour, pris eux aussi pour cible? Le climat au hameau de Chancelas va rapidement se dégrader. On soupçonne un tel, puis un tel autre. Les langues vont bon train. On reçoit les résultats de l'autopsie. Elle révèle que la mort du grand-père est due à de violents coups portés à sa tête. Aussi, les objets contondants utilisés pour cette macabre tâche sont probablement ceux retrouvés dans le sac poubelle ainsi qu'à proximité de son corps. Par ailleurs, la canne de Secundino a également été retrouvée sur le chemin, brisée en plusieurs morceaux. Pardonnez-moi, mais une telle sauvagerie à l'égard d'un homme vulnérable comme l'était notre Secundino dépasse mon entendement et ma raison. Mettez-moi votre pensée dans les commentaires. C'est alors qu'a lieu une reconstitution de la nuit des faits dans la maison de Secundino, en présence des deux aides ménagères. Et là, les enquêteurs vont se rendre compte de plusieurs incohérences. Pour commencer, les détails de l'attaque contre le vieil homme donnés par Albertina sont précis, trop même, à tel point qu'ils ne peuvent pas avoir été aperçus de loin une nuit de tempête qui plus est. Depuis la fenêtre de la chambre où se sont réfugiées les deux femmes le soir de l'attaque, on ne voit rien. De nuit, c'est le noir total au dehors. On inspecte alors minutieusement cette même chambre dans laquelle les employés disent avoir poussé des meubles contre la porte après l'avoir fermée pour la consolider et se protéger des intrus.
Cependant, il s'avère que cette même porte, dont le bois a été gonflé par l'humidité, ne ferme plus du tout depuis longtemps et qu'elle peut être ouverte d'un simple mouvement d'épaule. Vous l'aurez compris, les déclarations des deux femmes ne correspondent en rien aux éléments découverts sur le terrain. Puis arrive le jour des funérailles de Secundino. Parmi les personnes présentes ce jour-là, Eduardo, l'un des fils de Secundino, observe l'attitude étrange d'Albertina et Rocío, présentes elles aussi. La première semble exagérer sa tristesse. Il dira avoir eu l'impression qu'elle surjouait sa peine, comme dans une pièce de théâtre. Par ailleurs, la femme est bavarde et Eduardo ne comprend pas qu'elle connaisse certains détails aussi précis sur les faits, alors que les hommes chargés de l'enquête ont été d'une discrétion absolue. Comme vous vous en doutez à présent, l'attention des enquêteurs est focalisée vers les deux aides ménagères. Cependant, ils ne font rien paraître publiquement, affirmant même à la presse qu'ils sont toujours à la recherche des cambrioleurs. Astucieux les policiers. Aussi, c'est à la surprise générale qu'on apprend l'arrestation d'Albertina et de Rocío seulement 8 jours après la commission des faits, soit le 10 février 2014. Les enquêteurs ont effectivement découvert sur les réseaux sociaux de Rocío que cette dernière prévoyait de prendre un vol immédiat pour retourner en République dominicaine. Les choses se sont alors précipitées. En garde à vue, Rocío admet rapidement être l'auteur des faits, alors qu'Albertina en serait le cerveau, ce que cette dernière nie, évidemment. On procède alors à l'inspection des domiciles respectifs des deux suspectes. Et on va retrouver justement chez Rocío les clés menant à l'étage de la buanderie chez Secundino. Vous savez, celle que les deux employés prétendaient ne pas avoir. Les enquêteurs mettent également la main sur des vêtements à elle, tachés de sang. Il s'avérera par la suite que ces habits appartenaient en réalité à notre pauvre grand-père. Chez Albertina, on découvre un lot de casseroles de la même marque que la poêle à frire abîmée, retrouvée chez le grand-père, ainsi qu'un pyjama comportant des traces de sang de la victime. Dans une version véhiculée par la presse, Rocío aurait raconté que cette nuit-là, lorsque le papy est rentré de la discothèque, les deux femmes lui auraient proposé d'aller boire un verre. Albertina aurait aussitôt ordonné à Rocío de prendre la poêle à frire sans que le vieil homme ne s'en rende compte. Puis une fois dehors, Albertina aurait fait des gestes explicites à la jeune femme pour lui donner l'ordre de frapper le vieil homme. Il est apparu aussi dans les médias qu'Albertina avait proposé 5 000 € à Rocío afin qu'elle commette l'acte ou qu'elle l'aide à le commettre, elle-même étant incapable d'agir seule en raison de sa sclérose. Mais qu'est-ce qui a poussé les deux femmes à commettre un acte aussi odieux? L'appât du gain et la certitude d'hériter à elle seule de la totalité des biens du grand-père de la Lune? Le procès démarre le 28 mars 2016 à la cour provinciale de Pontevedra. Les deux accusés sont déclarés coupables. Albertina, alors âgée de 54 ans, est condamnée à 22 ans de prison. Rocío, qui n'a que 22 ans, est à son tour condamnée à 20 ans et demi d'incarcération. Elles décideront de faire appel de leur condamnation, mais la sentence est confirmée par le Tribunal supérieur de justice de Galice en octobre 2016. Après un ultime pourvoi en cassation, les peines sont définitivement confirmées pour les deux aides ménagères le 1er juin 2017. Le dernier testament du grand-père, qui octroyait la totalité de sa fortune à Albertina, est bien entendu annulé. Quant à la jeune Rocío, celle-ci décide de mettre fin à ses jours 2 ans plus tard, au lieu même où elle accomplissait sa peine. Ainsi s'achève la triste histoire du grand-père de la Lune, El Abuelo de la Luna. Amis, si vous le pouvez, n'oubliez pas d'entourer les anciens, parents, grands-parents, amis ou voisins. Le vent lui-même s'est tu au bord de l'océan. La pluie a également cessé. Mais certains habitants du petit village galicien se souviennent parfois des jours heureux et d'un papy prêt à tout, même à braver la tempête pour retrouver un peu de joie, un peu de compagnie, pour aller danser le mambo un dimanche soir. Un dimanche comme tous les autres. Là, chers amis de l'étrange, si vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas de me mettre vos impressions, peut-être aussi votre indignation dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous aviez entendu parler de cette histoire. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler, donc c'est quand même une histoire, je pense, assez rare. Alors, il est question ici de liberté, mais aussi de solitude, d'isolement peut-être aussi des personnes âgées, des aînés. C'est sûr que Secundino voulait vivre seul, mais en fait, je pense que c'est un homme qui probablement avait beaucoup besoin de contact, de rapports humains.
Peut-être bien qu'en fait, il n'était pas vraiment décidé à être si seul que ça. Ce qui explique aussi un petit peu, sa naïveté. C'est vrai qu'après, bon, moi, je me suis dit à un moment donné, il y a eu beaucoup de red flags dans sa vie. Il a été, cambriolé par des gens qui l'avaient ramené chez lui. Après, il se fait tabasser dans sa chambre et puis c'est vrai qu'on pourrait vite, avoir le jugement facile en disant: «Bon, bah, quand même, il a été d'une naïveté incroyable, on le mettait en garde, une fois lui aura pas suffi», mais je pense qu'en fait le mal est venu là où d'où il s'y attendait le moins, en fait. Et peut-être que pour lui, une façon de décrier partout, qu'il allait donner, son héritage aux dames qui s'occupaient de lui, c'était peut-être justement pour que les dames qui s'occupaient de lui, s'en occupent bien aussi, soient reconnaissantes et se donnent de la peine. Je sais pas, vous me direz, ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est clair que c'est une bien triste histoire aussi. Pour en revenir aux 2 femmes, bon, moi je me suis dit que quand même c'était un meurtre bien violent, hein, pour un héritage parce que, si je peux me permettre, il y a des manières un peu plus soft. C'est pas la première fois qu'une personne est empoisonnée ou voilà, mais de là à aller tabasser comme ça sous la pluie un homme âgé qui rentre, moi, je me dis qu'il se peut aussi que derrière tout ça, il y avait d'autres enjeux, mais probablement qu'on connaît pas. Alors c'est que des suppositions parce que j'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'il m'est venu à l'esprit que peut-être ce monsieur avait, pas toujours un comportement adéquat et peut-être que la le fait de s'occuper de lui était difficile parce qu'il avait peut-être aussi son caractère. Mais on est bien d'accord, quand bien même il aurait eu, disons n'importe quel autre travers, ça n'excuse pas en rien et ça n'excusera jamais un tel acte. On est bien d'accord, qu'on se comprenne. Voilà. Chers amis, j'ai rien de plus à ajouter sur cette histoire galicienne. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez la partager pour que d'autres puissent en avoir connaissance. Si mes histoires vous intéressent, eh bien, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et vous abonner. Également liker, apposer un petit commentaire et n'oubliez pas de prendre soin de vous et des personnes qui vous entourent. À bientôt.